Valentina, partiu, pé esquerdo, uma bomba! Gol! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat. Bonsoir à toutes, bienvenue dans l'émission Quand on aime le foot, on parle foot. Et oui, nous sommes encore présents ce soir, comme tous les soirs. Et on est mardi, il est 21h, et automatiquement c'est Quand on aime le foot, on parle foot. Ce soir, bien sûr, il y a Copenhague-Lille, on vous tiendra au courant du résultat au cours de la soirée, bien sûr, dès qu'il y aura un but, je vous tiens au courant. À l'instant, Payet a loupé un penalty pour Lille, c'est bien dommage. Donc allez Lille, allez surtout les clubs français. Et oui, ce soir, de toute façon, en compagnie toujours de mes chroniqueurs, Thomas, Émilie et Jordan Galtier, chroniqueur exceptionnel de cette soirée. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Jordan, il s'est invité, lui, c'est pour ça. Jordan, oui, s'est invité. Et on va dire que ça peut être pas mal. Hein. Ça va être fort ce soir. Attention, il va faire très très chaud quand même. Et oui, ouais, voilà, c'est comme si. Mais non. Sur RTS, il va faire plus chaud. Et ce soir, on a un invité de marque, comme tous les soirs, comme tous les mardis soirs, à 21h. Un invité qui a été formé à Metz, qui est parti à Valence en Espagne, qui est parti à Lille, qui est aussi parti à Nîmes et maintenant joue à Arles-l'Avignon. Il a des gants en or. C'est un énorme gardien, élu meilleur gardien de Ligue 2 pour la saison 2011-2012. Monsieur Butel Ludovic, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. C'est un énorme plaisir d'être avec nous sur RTS. Merci beaucoup. De rien, pas de souci. Et donc ce soir, vous avez envie chroniqueur, pas chroniqueur, mais plutôt. Aussi nous. Oui, mais toi t'as envie, mais je sais que t'as toujours envie. Mais c'est surtout nos auditeurs qui ont envie de participer à nos débats. Eh ben pas de souci, il faut juste Skype, rajouter on aime foot auditeur et vous pourrez débattre avec nous, avec Ludovic Butel, Jordan, Thomas et Émilie et moi-même. Si vous voulez réécouter nos anciens podcasts, n'hésitez pas à aller sur YouTube, tapez Quand on aime le foot, on parle foot, vous retrouverez tous nos anciens podcasts avec, bien sûr, Jordan Galtier qui est là ce soir, qui était dans la saison 1. Dans la saison 2, bien sûr, on a eu Reynald Pedros, Frédéric Bong et le mardi dernier, Habib Belaïd. Voilà, merci à tout le monde. Je fais un bisou à Xavier qui est pas là ce soir, qui ne peut pas être là ce soir. C'est pas grave, c'est un Parisien. Voilà. Voilà. Parisien, il compte pas. Il voulait pas. Mais en tout cas, ce soir, Ludovic va devoir choisir entre deux débats. Premier débat, Ludo, je te le propose. Les préparations d'avant-saison dans les pays lointains sont-elles là pour le côté financier ou le côté sportif? Ou le deuxième débat, équipe de France est-elle capable de se qualifier en première place pour ces barrages de l'Euro, de la Coupe du Monde 2014? Ludovic, quel est ton choix? Peu importe, je sais pas, n'importe. Ah non, faut choisir, ça commence bien. Non, faut pas de joker, on a dit. Faut choisir. Obligé. Allez, l'équipe de France. Okay. Il y en a un qui est content déjà. Là, j'en connais un qui est content. Le petit espagnol, là, il est peut-être heureux à mon avis. En tout cas, l'équipe de France est-elle capable de se qualifier en première place de ces barrages pour l'éliminatoire de la Coupe du Monde 2014 pour le Brésil? Oui, je fais un petit rappel. L'équipe de France va surtout rencontrer un gros dans ce groupe. Je rappelle le groupe: Espagne, France, Biélorussie, Géorgie, Finlande. Pour petit rappel, au niveau des éliminatoires pour l'Euro 2012, l'Espagne a gagné 8 fois et a perdu 0 fois. Faut être clair. Dans son groupe en Espagne pour les éliminatoires de l'Euro 2012, il y avait la République tchèque, l'Écosse, la Lituanie et le Liechtenstein. Voilà. Et pour information, Espagne-France le 16 octobre et France-Espagne le 26 mars. Voilà, j'ai été complet. Gagné d'avance. Sur ce groupe-là, pour toi Ludo, est-ce qu'ils sont capables de se qualifier pour ces barrages en première place, c'est-à-dire devant l'Espagne?
sincèrement, ça va être très compliqué parce que l'Espagne, c'est ce qui se fait de mieux depuis maintenant plusieurs années. C'est un effectif qui se connaît parfaitement, qui aussi intègre des jeunes de Barcelone, de Bilbao avec le petit Mounian. Donc ça va être très dur maintenant. Voilà, tout est possible. On va voir ce que Didier Deschamps peut mettre en place parce qu'il va falloir reconstruire tout un groupe, s'appuyer sur des cadres comme Lloris, Cabaye, Benzema qui sont des joueurs importants de l'équipe de France. Donc voilà, on attend avec impatience ce début des qualifications pour voir comment va répondre l'équipe de France. À vous, chers chroniqueurs, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a dit peut-être aussi Ludo, si vous voulez réagir là-dessus, si vous avez une pensée là-dessus sur cette première place, qui veut prendre la parole, c'est parti. Honneur aux dames, non? Honneur aux dames, oui. Honneur aux dames. Ah, allez. merci, c'est gentil. Pardon, c'est incroyable. Vas-y, Émilie. Non, c'est parce qu'on est en direct, c'est pour ça. Exactement. Non, au niveau de l'équipe de France, alors moi je vais être un peu plus sceptique que Ludovic. Je pense que avec l'équipe de France, on est sur une période d'essai, on cherche, on se trouve. Alors avec le changement en tête d'équipe qui a eu lieu, à savoir Monsieur Deschamps en personne, là aussi pour moi c'est il y a un gros point d'interrogation. Donc l'équipe pas en phase pour l'instant, entraîneur arrivant. J'ai de gros doutes. Alors après, on peut faire la surprise. Maintenant, je pense que non. Clairement, on peut pas être devant l'Espagne et ça va être chaud. Ça va être même plus que chaud. Donc pour moi, non, on n'est pas capable. D'accord. Et on n'est pas capable. Alors, est-ce que ça sent plus pour la France au niveau barrage, on va dire, on va peut-être plus se tenter sur les barrages que sur cette première place. Est-ce pour moi, on sort. Ah, on Pourtant, sort. il n'y avait même pas de Pour moi, on est sortant, direct. Ah oui, quand même, d'accord. Tu vois oui, même pas l'équipe de France sévère, se qualifier, en fait. quoi. Bah direct, je suis pas là pour être gentil. Hein. Et voilà, elle agresse tout le monde. Qui veut réagir là-dessus? Vas-y, allez-y. Bah moi je pense que ça va être compliqué aussi parce que l'Espagne sera encore une fois au-dessus. Après Blanc va sûrement faire une équipe très costaud à l'image de Alors Blanc il est plus là, Jordan. J'ai dit Blanc. Oui, Alors ça t'a marqué ça. T'aimes bien ouais, Blanc, toi. bah ouais, je l'aime bien, c'est pour ça va Reste à prendre du foot. Ah, Blanc va faire une équipe, on sait pas où, mais pas avec la France. Non, mais c'est un lapsus, je veux dire que ça va beaucoup changer. Deschamps, il va faire ce qu'il a fait avec l'OM, c'est-à-dire il va s'appuyer avec deux centraux hyper physiques et une sentinelle devant hyper physique. Et puis après, voilà, pour le jeu, il va falloir regarder d'autres nations que la France, je pense. Après, ça peut le faire, mais bon, la mentalité n'est pas encore là, je pense. Alors, Si je peux me permettre, Chris, vas-y, Thomas. Rebondir un peu sur ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Moi, je suis sceptique tout en étant optimiste parce que déjà, il y a un premier choix qui m'a beaucoup plu, moi, chez Deschamps. Un très très bon premier choix qu'il a fait, c'est faire revenir Mavouba en équipe de France. Et là, franchement, moi, je suis complètement pour que ça vienne en équipe de France. Je suis vraiment derrière ce joueur. Je pense que sa meilleure arme à Deschamps face à l'Espagne, ça sera de monopoliser donc le ballon et de priver de ballon le milieu de terrain espagnol. C'est possible. Et que la meilleure façon de le faire, ça serait d'aligner donc Mavouba. Et je vais lâcher le nom d'un joueur que Ludo, je pense, aime beaucoup, à savoir Cabaye. Ça serait la meilleure solution, d'aligner les deux en milieu de terrain dans l'entrejeu pour moi. Donc c'est jouable. Donc oui, on voit qu'il y a possibilité de faire quand même quelque chose avec Mavouba et justement ces nouveaux venus qui pourraient rapporter cette fraîcheur peut-être à cette équipe de France, mais l'Espagne quand même c'est au-dessus, pas capable de battre cette Espagne parce que dans tous les cas l'Espagne va être très très forte comme pour les éliminatoires de l'Euro 2012. Je pense ils vont pas baisser de niveau, je ne les crois pas là-dessus. Avec en plus des joueurs comme Jordi Alba la génération se renouvelle automatiquement et on a l'impression qu'ils sont toujours au-dessus de tout le monde avec un espèce d'escalier entre les équipes. Alors, cet éliminatoire, ils vont les dominer ou planter les Espagnols au fond de tout ça où les Français peuvent quand même rêver de battre cette Espagne. Ludo. Non. Ludo, toi, tu penses pas qu'ils pourraient battre cette Espagne ou il y a vraiment... Ils sont capables, c'est quand même une grande équipe de France, c'est des joueurs qui jouent dans les plus grands championnats européens. Après, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a aussi d'autres équipes comme la Finlande, la Biélorussie. C'est compliqué d'aller là-bas, c'est compliqué de jouer sur leur terrain.
Donc voilà, faut pas oublier aussi ces équipes, ces nations-là qui vont vendre chèrement leur peau, parce que voilà, l'équipe à sera l'Espagne, mais aussi voilà, jouer contre l'équipe de France, c'est aussi une fierté pour les entre guillemets les petites nations. Donc ça va être très dur les confrontations directes entre la France et l'Espagne. Après, tout est possible en France de battre l'Espagne, mais pour finir premier de son groupe, il faut aussi pas faire de faux pas à l'extérieur contre la Biélorussie et la Finlande, et ce qui va être compliqué aussi. Donc il faut faire attention, et voilà, l'Espagne aussi va être attendue. Tout le monde rêve de battre enfin cette équipe. Donc voilà, moi je pense que voilà, c'est une compétition qui risque d'être ouverte, compliquée pour finir premier du groupe, mais pas impossible, parce que voilà, les joueurs de l'équipe de France jouent dans les meilleurs clubs européens. Il y a une bonne formation, il y a un bon staff, il y a quelque chose qui peut se passer dans ce groupe, des joueurs qui sont revanchards comme Yomavuba qui n'était pas là depuis des années, et que Didier Deschamps a rappelé. Voilà, maintenant c'est à voir. Après aussi il y a toujours ce facteur de blessure qui peut rentrer en jeu pendant la saison, parce que des clubs comme Barcelone, où quasiment la totalité de l'équipe Espagne appartient au FC Barcelone, peuvent se blesser avec le nombre de compétitions qu'ils ont à jouer. Donc voilà, maintenant faut pas partir défaitiste, parce que l'équipe de France reste quand même une grande nation. D'accord, mais on voit que cette équipe de France est une grande nation. L'Espagne va être très forte. On se rappelle quand même je tiens à le rappeler, après vous réagirez là-dessus sur ce qu'a dit Ludo, mais on se rappelle quand même du faux pas de la Biélorussie avec l'air Laurent Blanc au début de ces éliminatoires, justement. Si je me trompe pas, c'était bien la Biélorussie. On s'en rappelle bien, et le problème, effectivement, c'est qu'au vu du calendrier, c'est que là, sur les 3 dernières journées de ce calendrier, donc cette mini-pool, la France va se déplacer 2 fois. Donc coup sur coup, en 3 jours d'intervalle, 4 jours d'intervalle, en septembre 2013, en Géorgie et en Biélorussie, avant de recevoir la Finlande. Donc ces déplacements-là, ils vont être très délicats, puisqu'ils vont arriver en début de saison, donc les joueurs sont pas forcément au top physiquement, parce que les joueurs qui ont des grandes équipes européennes, donc ils sont plutôt prêts en général, physiquement on va dire fin septembre, pour aborder les Coupes d'Europe. Donc ça risque d'être compliqué à ces voyages-là à négocier, quoi. Puis le Géorgie, c'est compliqué, hein. En fait, Ludo, pour toi, le danger pour l'équipe de France, ce serait peut-être pas les matchs à confrontation directe avec l'Espagne, mais plutôt les soi-disant petits matchs à jouer en Biélorussie et dans tous ces pays-là. Ouais, je pense parce que niveau concentration, niveau envie, je pense que voilà, quand tu joues l'Espagne, le stade va être rempli, tu vas jouer en Espagne dans un stade magnifique, en France pareil. Après, c'est plus compliqué de trouver une motivation et trouver les chercher en soi, voilà, tout ce qu'il faut pour aller jouer en Géorgie ou en Biélorussie. C'est compliqué d'en jouer dans des petits stades sur des pelouses qui sont pas de bonne qualité, et on a vu dans toutes les générations d'équipe de France, ils ont toujours eu du mal à jouer à l'extérieur, que ce soit en Biélorussie, dans les pays de l'Est ou ailleurs, que ce soit avec Deschamps ou avec Blanc. Donc c'est peut-être pour ça qu'il faut pas forcément monter une équipe technique ou quoi que ce soit, parce que les matchs comme ça, tu sais très bien qu'il va falloir aller au charbon, quoi. Ah, mais c'est ça. Je pense qu'après un moment donné, il faut savoir aussi ce qu'on veut. Voilà, s'il faut finir premier. On n'a pas le droit de faire de faux pas, on n'a pas le droit de griller joker contre les autres équipes, et voilà, et tout se jouera contre l'Espagne, parce qu'aussi l'Espagne peut faire un faux pas. La France l'a fait la dernière qualification contre la Biélorussie au Stade de France. Donc voilà, ça peut arriver à tout le monde de perdre un match, et ça serait bien de pouvoir garder ses jokers pour l'équipe de France, et d'avoir un joker contre l'Espagne. Et c'est une question pour toi, Ludovic. Est-ce que pour la France, c'est important la première place, ou on peut viser les barrages? Est-ce que cette première place est importante? C'est une qualification directe, donc c'est toujours bon à prendre. Après, finir meilleur deuxième, voilà, la France a eu ce match de barrage contre l'Irlande, on a vu que c'était pas simple. Et après, il faut voir aussi contre qui on peut tomber. Donc le mieux, c'est de jouer la sécurité et de tout donner pour finir premier. Ça va être compliqué, mais comme je le répète, pour moi, c'est pas impossible. Attention, parce que ces barrages peuvent être très complexes, hein. Ça peut être un très grand club comme un club un peu surprise, mais ces clubs surprises seront quand même deuxième de leur groupe, et donc auront montré des belles choses justement pour vous. Alors moi je suis d'accord avec vous, mais ce soir, très bien, l'équipe de France
il y a très peu de chances que l'équipe de France soit première de ce groupe, avec cette Espagne qui va dominer, mais ça va dominer, c'est sûr, même si la France va être hyper motivée pour les matchs où ils vont jouer directement avec la France. Après, si la France n'est pas capable de prendre ses responsabilités en Biélorussie, en Géorgie, en Finlande, automatiquement, je pense que là, il y aura un sacré souci. Sans compter sur le fait non plus qu'on ait un groupe que de 5 équipes. Donc un groupe qui va être très très rapide, qui va être très serré. Il n'y a pas 6-7 équipes dans le groupe. Hein. Donc là, le Joker, il va pas y en avoir 50 000. Hein. Ça, c'est clair et net d'office. Donc effectivement, il va falloir jouer la première place à fond pour espérer déjà avoir la deuxième place au minimum. Moi, je pense déjà qu'on va perdre les 2 matchs contre l'Espagne. Donc après, il faut faire un sans faute, quoi. Ah, ça dépend, on peut se faire piéger aussi. Tu penses, toi, tu serais Deschamps, Jordan, toi, tu sacrifies les 2 matchs de l'Espagne. Non, parce que tu peux pas sacrifier un match de football, c'est impossible. Mais déjà, dans la tête, il faut quand même se dire que l'Espagne, elle est au-dessus de tout le monde. Ça, c'est clair et net. Et après, essayer de gratter 1 point, voire de gratter 2 points sur les 2 matchs. Et voilà, mais faut pas non plus s'enflammer et dire qu'on va battre l'Espagne. Enfin, je sais pas, il y a 2 mois en arrière, on a quand même pris une leçon. En 2 mois, ça va pas changer, quand même, faut être réaliste. Ah oui, c'est sûr qu'en 2 mois, l'Espagne ne va pas baisser de niveau, mais attention à l'Espagne parce que on le voit bien au JO avec ces petits jeunes espagnols qui justement ne sont pas passés pour les JO. Alors bon, ça c'est la génération précédente, c'est différent, mais voilà, sur un match tout est possible, mais personnellement moi je ne peux pas y croire. Alors, la question pour toi, Ludovic, la France en barrage, est-ce qu'elle est capable de passer ces barrages? Faut se rappeler des barrages avec l'histoire avec l'Irlande, avec Henry. Alors, est-ce que cette France est capable de passer les barrages? Déjà, avant de parler de barrage, il faut finir ces qualifications. Après, à entendre tout le monde, là, je pense que voilà, on n'a qu'à appeler la FIFA et dire que le groupe de 5, on le passe à 4 et que voilà, le deuxième va directement au barrage. Je pense qu'il faut jouer la compétition. L'Espagne est au-dessus pour le moment et voilà, tout le monde peut se faire piéger. On voit, ça va pas être simple non plus d'aller en Biélorussie ou en Finlande pour l'Espagne. Donc voilà, pour l'instant, parler de barrage, ça serait précipiter les choses. Après, voilà, le principal pour la France, c'est qu'elle soit présente dans la phase finale. Donc qu'elle soit première ou deuxième, le plus important, c'est de passer. Donc d'une manière ou d'une autre, voilà, tout le monde sera satisfait quand la France sera qualifiée. Alors, on est pessimiste, certes, mais peut-être que certains vont peut-être réagir là-dessus, mais on est peut-être un peu réaliste par point de vue de ce qui se passe un peu aussi au sein de l'équipe de France, même s'il y a du renouveau. On pourra aussi parler maintenant de la formation, de ce que Deschamps va mettre en place. Est-ce que vous croyez que vous sentez Deschamps capable de mettre en place un bloc, en tout cas contre l'Espagne? Est-ce qu'il va falloir blinder derrière et jouer en contre les 2 matchs? Qu'est-ce que vous en pensez de ça, toi Jordan ou Émilie ou Thomas, qui veut prendre la parole sur ça? Niveau tactique, qu'est-ce qu'il faudra mettre en place? Honneur à mademoiselle. Honneur à mademoiselle, alors Émilie. Émilie, ton aspect tactique. Non, je pense à Thomas. Émilie, elle est très très occupée parce que ça réagit énormément sur le chat et sur Twitter. Donc effectivement, Émilie qui ce soir s'occupe de la gestion aussi des plateformes va être absolument surbookée là ce soir. Donc si elle peut effectivement, ça serait bien qu'elle nous rejoigne quand elle pourra, quand les auditeurs la laisseront tranquille 2 petites secondes. Non mais je suis là. D'accord. Ton aspect, alors je te repose la question Émilie, ton aspect tactique au sein de l'équipe de France, comment Deschamps va devoir jouer contre l'Espagne, soit hyper défensif, en contre, ou vraiment oser quelque chose, oser? De toute façon, que ça soit l'une ou l'autre, ça va être super tendu parce que, comme je disais tout à l'heure, il est sur une équipe qui s'essaye encore. Donc, je pense que ça va un peu jouer à pile ou face. Donc, vous m'arrêterez si je me trompe ou si vous n'êtes pas d'accord, mais connaissant Deschamps, je pense pas qu'il va prendre de gros risques. Donc, je pense qu'ils vont plutôt laisser venir, jouer en plein milieu et puis. L'équipe de France, aujourd'hui, j'ai plus trop d'espoir en cette équipe, donc il faut l'avoir joué, il faut qu'elle joue pour y arriver. Donc, faut se prendre des tôles. S'il faut passer par là, ça sera encore une tôle pour qu'elle puisse se construire.
Maintenant, je pense que faut pas attendre de voir venir, il faut pas attendre de se prendre un but pour répondre, il faut y aller. Donc soit il crée la surprise, et ce qui serait bien en alignant une équipe qui accroche et qui va à l'attaque, soit il va rester dans le ventre mou comme on a connu, comme on connaît actuellement, et puis on va attendre. Très bien. Écoutez, n'hésitez pas, chers auditeurs, Skype, rajoutez, on aime foot, auditeurs, venez réagir avec nous sur cette question. Toi, Jordan, ton avis là-dessus? À peu près pareil que Mademoiselle. Voilà, Deschamps, c'est pas un adepte non plus du jeu, comme on dit à l'espagnol. Après, il a vraiment d'autres qualités en tant que technicien. On l'a vu avec l'OM, ce qu'il a fait. Voilà, il peut nous sortir encore un coup de chapeau. Moi, à mon avis, il va créer un bloc avec beaucoup de densité au milieu pour pouvoir essayer de contrer pas essayer de contrer, mais essayer pas de maîtriser la balle non plus parce que ça serait impossible, mais de faire en sorte que l'Espagne ne progresse pas tellement. Et puis après, essayer de s'appuyer sur les individualités qu'a l'équipe de France, qui sont Benzema, Ribéry, et après un troisième devant pour pouvoir planter des buts. Mais bon, faut-il encore que ces joueurs-là soient en forme et pas comme à l'Euro. Bien sûr, ouais, c'est sûr, ça va être très très complexe sur ça. Toi, Ludo, sur cette tactique que tu te mets à la place de Deschamps, tactiquement, tu tentes quelque chose, tu oses quelque chose? Non, en plus, Ludo, il a la fibre de l'entraîneur, donc il va répondre. Ouais, justement, c'est pour ça. Non, faut tenter, faut pas avoir de regrets. Je pense que voilà, l'Espagne, c'est qui joue tout le temps au ballon, donc après, voilà, le plus important, c'est pas avoir de regrets, jouer nos chances à fond et exploiter toutes les possibilités. Après, faut voir en fonction de la forme des joueurs, de l'équipe d'Espagne qui va être alignée aussi. Donc voilà, après, la France a eu un passage à vide après cette Coupe du Monde, enfin la Coupe du Monde gagnée et l'Euro. Donc l'Espagne aussi peut avoir aussi maintenant ce petit creux et donc voilà, maintenant faut lassé de gagner autant de titres, peut-être aussi. En tout cas, moi personnellement, on sait que l'équipe de France est capable de faire un très bon match contre des équipes qui jouent. Et là, l'Espagne joue. Et un match très mauvais contre des petites nations. Voilà, tout à fait. Justement, un match très mauvais parce que les clubs sont à 10 derrière ou à 11 derrière, justement, sur des petits matchs. Donc, on voit que la France aime bien les équipes qui jouent en face. Donc, moi, je pense que Deschamps, il va falloir qu'il ose quelque chose là, il va mettre pas sa carrière en jeu, mais il va mettre son poste, en tout cas, en jeu sur les deux matchs. Parce que ça va être important. S'il en gagne un, c'est 6 points. Par contre, je vous coupe tout de suite. But de Copenhague. But nul, si je me trompe pas, j'ai pas encore vu le ralenti. But de Santini, de Santin ou de Santini, je sais pas. En tout cas, c'est pas l'entraîneur Santini, hein. Mais but de Copenhague, c'est bien malheureux. Chez eux, je vous redirai le nom du buteur quand il reviendra. J'ai pas de le ralenti. Donc voilà, pour ma part, je pense que l'équipe de France va falloir qu'elle ose quelque chose. En tout cas, va falloir que Deschamps ose des belles choses et va falloir qu'il s'arrête à avoir peur de l'Espagne, en tout cas. Et justement, comme l'a bien dit Ludo, il y a plein d'autres matchs. Il va falloir oser et il va falloir prendre ses chances, en tout cas. Donc voilà. Petit pronostic pour finir ce premier débat. Ludo, pronostic pour toi. France. Qui tu vois en premier, France ou Espagne? Si tu vois pas la France première, tu la vois deuxième ou troisième? Moi, je suis optimiste. J'ai des potes en équipe de France. Je dis premier. D'accord, ok. On va dire un but de Johan Cabaye alors. Si je pense, il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui, mais voilà, c'est un des très bons amis que j'ai. Et non, moi, je pense que ils sont capables de faire quelque chose et voilà, tout le monde va les enterrer, donc ils auront à cœur de montrer que tout le monde a eu tort de parler avant et voilà, donc moi je fais peut-être partie des seuls qui vont les mettre premiers, mais voilà, j'y crois. Très bien. Jordan, ton pronostic? Ah, lui c'est deuxième, c'est sûr. Moi je les vois quatrième et avant-dernier. Je déconne, je les vois deuxième, mais quand même se qualifier. D'accord, très bien.
Émilie, ton pronostic sur l'équipe de France, première, deuxième, troisième, quatrième. Donc toi, tu avais dit que tu les voyais sortants, donc on attend ta place. Bah, dernier. Ah oui, complètement. Ah, mais elle connaît pas le foot, c'est pas... Qui c'est qui vient de dire ça? Moi. C'est Ludovic. Mais attention, Ludo, méfie-toi. Ah, dernier, non, faut pas abuser quand même. Non, dernier, ça va peut-être un peu loin, mais je pense que ça risque d'être chaud, mais on sait jamais. Thomas, ton pronostic. Thomas. Ah, mais je réfléchis, en fait. Moi, je les vois pas deuxième. Pas être optimiste. D'accord, très bien. Deuxième, ok. Bon, espérons qu'ils seront deuxième, premier. En tout cas, moi j'espère que l'équipe de France se qualifiera. Comme Ludo, il est très optimiste. Alors soyons optimistes ce soir. En tout cas, ce qui est prône ce soir, en tout cas, ça sera plutôt deuxième. Et avec, écoutez, si Émilie aura raison, eh ben écoutez, on y payera le champagne, même si ça sera pas très heureux. Je l'espère pas, mais en tout cas, ça aura été un pronostic complètement différent de tout le monde. On se retrouve juste après ça pour le deuxième débat. À tout de suite. Tous les mardis, de 21h à 22h, quand on aime le foot, on parle foot, arrive sur les antennes de RTS, avec des invités de marque. Ici Ludovic Julie. Ici Wanueloa. Ici Franck Lireno. Ici Amélie Fabriès. Ici Galtier Jordan. Ici Babienne Jean-Michel. Quand on aime le foot, on parle le foot. Et je l'écoute sur RTS Radio. Et oui, c'est ça, RTS. On a bien entendu Jordan Galtier, je crois, si ça m'étonne pas, dans le jingle. Oui, c'était la saison dernière. Bien, et nous sommes toujours dans cette émission de deuxième débat très très intéressant. Toujours avec ce fil rouge, Lille-Copenhague, actuellement, toujours 1-0 pour Copenhague. J'espère que les Lillois, en tout cas, partent vers l'avant et tentent des choses. En tout cas, il faut qu'ils se qualifient pour l'indice UEFA et même pour les clubs français. Je le souhaite de tout cœur. Deuxième débat pour nous ce soir. Deuxième débat, la Ligue 2 est-elle plus intéressante que la Ligue 1? Attention, Butel, bien sûr. Ah voilà, avec Ludovic Butel, parce que ce soir, n'oublions pas, nous avons Ludovic Butel, Arles-Lavignon, Jordan Galtier, chroniqueur, Arles-Lavignon aussi. On a quand même deux pensionnaires de la Ligue 2. Attention, ce soir, ça peut tacler et ça peut être méchant. En tout cas, si vous avez envie de réagir avec nous, de débattre sur ce sujet Skype, on aime foot auditeur, et vous débattrez avec nous, chers auditeurs, vous êtes les bienvenus. Alors, première question pour toi, Ludovic. La Ligue 2 est-elle plus intéressante que la Ligue 1, avec tous ces clubs historiques qui sont redescendus justement en Ligue 2? Donc, pour toi, plus intéressante que la Ligue 1, actuellement au niveau peut-être pas du jeu, mais en tout cas au niveau du palmarès, en tout cas de cette Ligue 2. Je pense qu'il faut rester objectif. Je pense que voilà, la Ligue 1 est au-dessus. Maintenant, ce qui est vrai pour ce qui concerne la Ligue 2, c'est que on s'aperçoit que il y a de grandes équipes qui malheureusement sont dans ce championnat. Donc l'année dernière, c'est Auxerre qui est descendu. Il y a encore Lens, Le Havre, Nantes, qui ça fait pas mal de temps qui prospectent en Ligue 2. Donc voilà, c'est un championnat intéressant où s'affrontent de belles équipes. Monaco aussi est maintenant en Ligue 2, donc Le Mans. donc voilà, on s'aperçoit que c'est un championnat très très dur et très relevé. Ça se joue contre de bonnes équipes. Après la Ligue 1, ça reste quand même un bon dessus. La Ligue 1, malheureusement, la Ligue 2, on en parle très peu, ou on en parle, mais pour ce qui concerne que pour l'instant Monaco, parce que ils ont quelqu'un avec beaucoup d'argent qui est arrivé dans le club et qui achète des joueurs à des prix défiant toute concurrence. Donc voilà, on parle pas d'autres équipes qui en valent la peine. Donc c'est un peu dommage. Alors justement, c'était là-dessus, chroniqueur s'il veut réagir, ou toi Ludovic si tu veux réagir avant. Lens, Le Mans, Auxerre, Monaco, Arles, Nantes, Caen, Le Havre, Dijon, tout ça c'est des clubs qui sont redescendus en Ligue 2. Cela vous fait rêver ou pas du tout? Ludo, toi ça te fait rêver ou pas? Tous ces clubs en tout cas. Lens, Attends, il a joué à Valence en Espagne, comment tu veux que ça le fasse rêver? Il a joué à Lille. Ouais. On sait jamais. Je pose la question, moi, je suis désolé, en tant que Lensois, Lens, moi ça me fait rêver. Et Lens, un club. Après, c'est des équipes
s'aperçoit que en Ligue 2, on va pouvoir parler plus de Lens que d'Arles-Avignon. Donc, ce qui est normal, malheureusement, ce qui est normal, parce que Lens a un plus gros palmarès, a une plus grosse histoire de club. Mais je trouve ça dommage qu'on parle moins de la Ligue 2 parce que quand on regarde les 20 équipes qui sont en Ligue 2, je pense que les 3/4 ont évolué en Ligue 1. Donc ça serait bien aussi de promouvoir aussi la Ligue 2 parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des jeunes talents dans ce championnat et voilà, malheureusement avec l'aspect financier aussi, les clubs sont obligés de faire attention à leur budget et de piocher en Ligue 2. Donc on voit Rennes qui a pris Alexandrini et Diallo, qui sont deux bons joueurs, deux bons joueurs qui ont fait leur classe en Ligue 2, qui ont explosé l'année dernière. Et voilà, et Rennes ont tenté un pari avec eux. Donc voilà, ça serait bien aussi de parler de la Ligue 2. Je pense qu'il y a des émissions qui sont faites chaque soir et chaque week-end sur des chaînes. Malheureusement, on parle jamais de Ligue 2, donc c'est dommage. Moi, je voudrais juste préciser une petite chose, que j'ai regardé forcément les derniers multiplex de Ligue 2, et il y a un nom qui revient beaucoup en ce moment en Ligue 2 quand on regarde les multiplex, c'est le nouveau héros de Bein, c'est un demi-dieu pour eux, c'est un gladiateur, c'est un rempart infranchissable, c'est Ludovic Butel, et tous ces mots-là, ils sont vraiment prononcés dans les matchs. Le demi-dieu Butel, le gladiateur Butel, il est impassable, enfin. Mais il les paye. Ah, je pense qu'il y a de ça, à mon avis, hein. Je me suis posé la question aussi. À vous, vas-y. Ça, j'ai entendu quand j'ai vu le résumé du match contre Angers. Voilà, c'est sur, je pense, c'est le commentateur sur le feu de l'action. Après, c'est toujours bien d'entendre ça, ça fait plaisir. Après, c'est vrai que depuis le début de saison, je me sens bien. Voilà, l'année dernière, on a fait une bonne deuxième partie de saison. On est sur la continuité de ça. C'est un groupe nouveau qui a beaucoup changé. Donc, on essaie de tisser des liens, de nouvelles relations. Pour l'instant, ça se passe bien. Il y a une bonne ambiance. Maintenant, faut pas s'endormir parce que l'année dernière, on avait le même nombre de points au même stade du championnat. Et après, on a eu 5-6 matchs compliqués. On a pris, je crois, 1 point sur les 6 matchs. Voilà, moi, mon but, c'est d'être décisif. Je suis pour l'instant, donc tant mieux pour le club, tant mieux pour l'équipe et tant mieux pour moi, de continuer sur cette lancée et de pas m'endormir et voilà. Et justement, Ludovic, alors, on va retourner dans ce débat justement de Ligue 2, et cette Ligue 1, la Ligue 1, ça reste le haut de gamme alors. Pour nous tous, là, ce soir, j'ai l'impression que la Ligue 1, ça reste du haut de gamme, et la Ligue 2, pas super. Non, le haut de gamme, c'est la Liga espagnole, déjà. Ah, d'accord, ok. Mais moi, je te parle de la Ligue 1. Tu trouves que c'est le haut de gamme ou pas? Ouais, voilà, c'est... Jordan, il fait du hors-sujet, disait Jordan. Non, mais la Ligue 1, ça reste au-dessus, ça va plus vite, c'est plus technique, il y a forcément des meilleurs joueurs que la Ligue 2, c'est tout à fait normal et logique. Et voilà, mais maintenant, si on remonte, voilà, moi quand j'ai débuté à Metz il y a 10 ans, on voyait un fossé énorme entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Maintenant, voilà, les équipes qui sont descendues en Ligue 2, c'est des équipes qui peut jouer en Ligue 1. Auxerre, c'est un effectif de Ligue 1. Caen, c'est un effectif de Ligue 1. Dijon, pareil. Après, voilà, c'est un niveau qui s'est amélioré et qui est proche de la Ligue 1, mais voilà, il faut rester objectif et sérieux un petit peu. Je pense que voilà, la Ligue 1 reste au-dessus quand même. Non, mais blague à part, Ludo, toi qui fais un excellent début de saison, est-ce que tu penses que la Ligue 2, depuis les quelques années que tu évolues, ça fait, je crois que t'attaques ta 3e année, là, est-ce que tu penses qu'elle a évolué ou est-ce que tu penses que le niveau a un petit peu baissé? Moi, personnellement, de ce que je vois, je trouve que la Ligue 2 devient meilleure quand même. Non, mais c'est clair, je pense que la Ligue 2 s'améliore parce que, voilà, des équipes auxquelles on s'attend pas descendent et voilà, les taux se resserrent, on peut s'apercevoir que pour cette année, la montée va se jouer entre 8 équipes. Voilà, avant l'année dernière, en Ligue 2, dès qu'une équipe descendait, on disait clairement que cette équipe va remonter, il y aurait que 2 places.
Là, on s'aperçoit que pour donner 3 candidats et 3 favoris tout de suite ce soir, dire quelle équipe va remonter, à part Monaco, parce que je pense avec le budget qu'ils ont et l'effectif, je pense que voilà, on peut les mettre dedans. Mais les 2 autres équipes, ça va être compliqué. Donc le niveau s'améliore. Tant mieux pour le football français, parce que c'est bien d'avoir des championnats qui sont de qualité, parce qu'on peut s'apercevoir que dans les autres pays, je pense que c'est pas la même chose. Mais voilà, c'est bien d'avoir un championnat serré, tout le monde peut battre tout le monde. On l'a vu les dernières en Ligue 2 et voilà, c'est bien de pouvoir se confronter à des équipes comme comme Caen, comme Nantes, comme Monaco, comme Auxerre, comme Le Havre. Je pense que voilà, c'est bien pour le football français, et aussi c'est bien pour les spectateurs et les supporters qui viennent au match. Justement, Émilie, vous voulez réagir là-dessus? Vas-y, Émilie. Oui, alors alors moi je vais interagir par rapport à ce que tu viens de dire, Ludovic. Je suis pas forcément d'accord avec ce que tu dis. Pour moi, alors la Ligue 2 a évolué, oui, mais la Ligue 1 pour moi a régressé. Donc aujourd'hui, je serais plus, après c'est mon avis personnel, je serais plus de dire il y a 2 championnats de Ligue 1 ou il y a 2 championnats de Ligue 2. Avec des effectifs qui ont plus de moyens que d'autres, parce que alors Monaco, oui, alors ils sont en tête cette année, là on pourra revoir un de nos podcasts parce qu'on en a longtemps discuté, avec les moyens qu'ils ont. Maintenant le PSG a beaucoup plus de moyens et c'est pas pour ça qu'ils réussissent. Donc Monaco, on verra sur l'effectif et sur le jeu qu'ils mènent. Maintenant on les mélangerait tous. Et c'est peut-être péjoratif pour les plus gros et peut-être monter les plus petits en puissance. Mais aujourd'hui, Arles-Avignon, vous pouvez tout à fait rivaliser pour moi avec une équipe du PSG pas en forme. Donc quand même. C'est après chacun son avis. Mais aujourd'hui, pour moi, la Ligue 1, elle a perdu de son éclat. Et aujourd'hui, je me ferais plus plaisir à suivre un multiplex de L2 qu'un multiplex de L1. Je suis désolée. Non, en fait, toi, ce que tu veux dire, c'est que la Ligue 1 est peut-être plus serrée que la Ligue 2. Enfin, disons qu'en fait, la Ligue 2, c'est un championnat qui a l'habitude d'être vachement ouvert. Comme il a dit Ludo, tu peux pas donner trois montées et 3 descentes comme ça au bout de 3-4 journées. Comme la L1, aujourd'hui, tu peux pas le faire. Ah, moi, je te donne le champion de France, ça sera Paris. Et le deuxième, ça sera soit Lille ou soit moi, je vois bien Lyon. l'idée de champion de France, tu vois. Moi, je vois pas Lille. Pardon, je vais faire un petit peu de pub. J'ai fait mes pronos pour la première fois il y a quelques jours pour une grosse chaîne de télévision qui a son groupe sur Facebook. Quand il a fallu que je fasse mon classement complet de la L1, et je peux en parler, j'ai eu du mal. Donc effectivement, en trio tête, j'ai mis quoi? Les plus grosses, j'ai mis Lille, j'ai mis Marseille, j'ai mis le PSG. Il y a Lyon qui se baladait en milieu de tableau, parce que aujourd'hui, je suis désolée, la Ligue 1, on n'a pas nos gros sortants comme on peut regarder en Espagne, comme on peut regarder en Italie, ou même comme encore on peut regarder en Angleterre. Pour moi, la L1 perd. T'en as plus maintenant quand même. Ouais, 4-5, voilà. Il faut mieux avoir 4-5 que 0 en France, quoi. Il n'y en a pas 0 en France. Tu vas voir que le PSG, ça fait que 2 matchs. On va pas non plus faire des bilans alors qu'il y a eu que 2 matchs. Mais tu vas voir que le PSG, ils vont faire comme Lyon il y a 10 ans. Mais Lyon, ils vont faire comme Lyon il y a 10 ans. Ils vont gagner le championnat avec des points d'avance, tu vois. On en reparle. Mais écoutez, moi je pense que, on parle vraiment niveau tactique, en tout cas. Ce soir, les dernières je l'ai pas, les dernières stats je l'ai pas, mais en tout cas sur la Ligue 2, il y a actuellement plus de buts en tout cas que sur la Ligue 1. Il n'y a pas des matchs fleurissants. C'est vrai que cette Ligue 2 a commencé sur les chapeaux de roue, faut pas se le cacher. Par contre, l'année dernière, pour une petite stat, la saison 2011-2012, la Ligue 1 c'était 956 buts et la Ligue 2 c'était 857 buts. Voilà, on se base sur des buts, c'est pas le jeu, c'est complètement différent. C'est vrai que moi actuellement, ça cause Butel aussi, il arrête tout, donc forcément il y a moins de buts. Hein. Voilà, ça aide pas en plus, c'est mon gardien. Heureusement qu'il nous a arrêté quelques buts l'année dernière, parce que sinon on serait pas là pour vous parler, les gars. Mais c'est ah ouais, à ce point-là quand même. Non, mais ce soir, je pense que personnellement sur ce que j'ai vu sur cette Ligue 2, je rejoins Émilie. Je me suis moins ennuyé, en tout cas en regardant cette Ligue 2, que cette Ligue 1. Où justement on sait que peut-être que c'est cette préparation très lourde en tout cas en Ligue 1, mais en tout cas il manque peut-être du punch en tout cas dans cette Ligue 2. Tout le monde oppose et comme le dit Ludo, c'est pas facile à pronostiquer en tout cas cette Ligue 2, elle est quasiment impronosticable en tout cas à part Monaco qui
semble être de devant, mais attention, Monaco est favori partout, va devoir jouer sur tous les tableaux, en tout cas sur son championnat. À chaque match, c'est une finale. Donc, pronostiquer la Ligue 2, c'est très complexe et c'est intéressant à voir, même si je pense, pour ma part, techniquement, c'est faible, c'est un peu plus faible, même si cette Ligue 1, actuellement, n'est pas florissante. Hein. Faut voir quand même, au niveau de Canal+, ils ont eu moins d'abonnés, quand même. Et les abonnements sont pas florissants actuellement. Hein. Forcément. Oui, aussi, mais il n'y a pas que ça. Hein. La Ligue 1 était un peu moins florissante, en tout cas. Et moi, j'aimerais juste réagir par rapport à ce que tu viens de dire sur rapport à Monaco qui va être attendu partout. Moi, personnellement, j'ai vu Guingamp contre Monaco, donc samedi. Tout le monde s'attendait à ce que Guingamp prenne je vais dire franchement, une grosse branlée. Et finalement, Guingamp méritait très largement de s'imposer. Donc, c'est pas fait, hein. Clairement, c'est pas fait. Je me rappelle que l'an passé, les gars, vous pourrez le confirmer, en Ligue 2, à 10 journées de la fin, quasiment encore tout le monde pouvait jouer la montée. Personne n'était vraiment à la rue, à part Bastia qui était largement devant le premier, mais après, du deuxième, voire du troisième jusqu'au 12 ou 13e, il y avait en gros 5 points. Il restait 10 journées, donc c'était assez ouvert. C'était très resserré, et je trouve que c'est encore pire cette année. Donc clairement, c'est un petit peu tôt pour tirer des bilans. Et moi personnellement, je m'éclate plus à celui de la Ligue 2, franchement, pour ces enjeux-là, pour les matchs à rebondissement qu'il peut y avoir, qu'à celui de la Ligue 1 où c'est beaucoup plus fermé la plupart du temps. D'accord, très bien. Écoutez, on va conclure ce débat sur la dernière question. La question toute simple, Ligue 1 ou Ligue 2? Pour la première question pour toi, Ludo, Ligue 1 ou Ligue 2? Tu choisirais laquelle, bien sûr. Il y a rien derrière d'ambigu, c'est Ligue 1 ou Ligue 2. Voilà, tu choisis. Ligue 1. Ligue 1, très bien. Jordan. Ligue 1. Ligue 1. Émilie, non. Ligue 2. Ligue 2. Évidemment. Elle est en train de réfléchir, je me suis dit, je savais qu'elle allait dire Ligue 2. Thomas. Ligue 2. Ligue 2. Écoutez, ça fait c'est pour ça aussi. Ça fait un match nul, hein. On va déclarer match nul. Chris. Non, on garde pas match nul. Chris, tu te prononces, s'il te plaît. Mouille-toi un peu. Tu y vas. Eh ben. Vas-y, attention à ce que tu vas dire. Je vais dire Ligue 1, juste pour vous embêter. Je vais être du côté de nos invités ce soir. Voilà, Lincoln Poli. En tout cas, la Ligue 1 remporte. Ce soir, la Ligue 1 remporte le challenge le plus important en tout cas. En tout cas, c'est pas grave. On se retrouve tout de suite pour le troisième sujet, le troisième sujet plus important peut-être de l'émission en tout cas. Interview décalée de Jordan Galtier. Jordan, je te donne la parole. Toi, tu fais l'interview donc c'est Jordan à Ludo. C'est parti, c'est maintenant. À toi, Jordan. Bon alors, mon petit Ludo, tu sais combien je t'apprécie, mais bon, je vais t'envoyer 2-3 petites piques quand même parce que t'es pas venu là pour faire du tourisme. En plus, je suppose qu'il y a du monde qui écoute, donc dans les vestiaires, ça va un peu chambrer. Alors, pour toi, mon petit Ludo, tu préfères les matchs à 18h45 ou les matchs à 20h? Match à 20h. Explique-nous un peu pourquoi quand même. Pourquoi? Parce que je pense que ça amènera plus de monde, les gens auront terminé le travail et pourront se rendre plus facilement au stade. Et voilà, et on a pu le voir à Arles le week-end dernier où c'est triste de sortir à l'échauffement et d'avoir personne dans le stade, juste les stadiers et les personnes de sécurité dans le stade. Donc voilà, c'est triste. Alors, juste pour rappel, à cette question, il y a un de tes proches qui avait répondu 18h45. Je ne citerai pas de nom. Après, voilà, moi je pense que c'est question de pratique. Je pense que c'est mieux d'avoir les matchs à 20h. Après, apparemment, c'est un des plus petits du vestiaire qui a répondu ça. Je connais pas. Ah, mais il y en a plusieurs. Grande gueule aussi, pareil. Ouais, grande gueule, plus petit du vestiaire, un des plus petits du vestiaire. Ah, c'est la grande gueule, c'est qui là. Ouais. En tout cas, chacun a son opinion là-dessus. Moi, je trouve que pour le joueur en lui-même, ça change rien de jouer à 18h45 ou amateur. Je pense que c'est plus par respect et plus pour les supporters. Je pense que voilà, ils finissent le travail, ils ont des journées, des longues journées et le temps de se poser chez eux, de voir leur famille, leurs enfants et d'aller au stade après. Je pense que c'est plus pratique d'avoir un match à 20h
pour les supporters. Voilà. Ludo, tu rejoins notre ami Jérôme Alonso, qui lui a prôné pour ce 20h, en tout cas pour cette Ligue 2. Je rappelle le collectif SOS Ligue 2 signé la pétition. En tout cas, nous personnellement, l'émission Quand on aime le foot, on parle foot, les soutiens totalement. Voilà, ça reste après notre avis pour ces stades en tout cas vides. Je te rejoins tout de suite là-dessus. En tout cas, Ludo, je te rejoins là-dessus. Ces stades vides me font un peu pleurer. Ah ben, Jordan, je posais la question d'ailleurs. Jordan, je te laisse la parole pour continuer ton interview décalée. D'accord. Bon, depuis que je t'ai volé ton caleçon hier à l'entraînement, tu portes quoi sous ton short pendant les matchs? As-tu un caleçon fétiche ou non, rien? Je suis pas superstitieux. J'ai un cycliste de la couleur du short pour que les arbitres puissent me laisser jouer parce qu'à chaque fois faut changer, faut avoir la même couleur sous le short, donc j'ai toujours un cycliste et voilà. Y a rien de sous le cycliste. Non, cycliste et le short. Ouais, j'espère qu'il est pas rose, le cycliste. Émilie, ça va? Et la chaleur monte, attention. Pas de soucis, ça va se savoir, je suis sur Twitter. Alors mon petit Ludo, là ça va commencer à être un peu les questions un peu plus sérieuses. Pour toi, le numéro 1 équipe de France, Loris ou Mandanda? T'as pas le droit de dire Joker. Non, mais de toute manière, tu connais mon opinion là-dessus. Je pense mais que c'est pas nous. moi qui. Voilà. Non, mais je vais répondre clairement. Je pense que pour l'instant, Lloris est le numéro 1. Après, voilà, c'est Mandanda est bien revenu et voilà, c'est un gardien de très grande qualité aussi. Mais pour l'instant, Lloris est devant. Après, ça se jouera sur leur performance en championnat et voilà, et c'est toujours bénéfique d'avoir deux gardiens de grande classe. Et derrière aussi, il faut pas oublier les gardiens comme Ruffier, comme Carasso et les jeunes aussi qui sont derrière comme Amada ou Del. Costil. Moi j'aime beaucoup Costil. Et Costil, j'ai oublié. Bonne réponse. Bon, niveau coach, tu préfères Thierry Lauré ou Monsieur Christophe Galtier, un coach de Ligue 1? Ben, je connais le fils déjà, donc. Ça aide pas, ça faut dire. Donc voilà. Non, mais après, voilà, j'ai le coach Lauré, je le côtoie tous les jours, donc je le connais mieux que Christophe Galtier. Après, le coach de Saint-Étienne, voilà, j'aime bien son charisme, sa franchise lors de ses interviews et lors de ses conférences de presse. Voilà, je pense que c'est deux personnes qui ont un bon fond, donc voilà, maintenant choisir entre l'un et l'autre, c'est compliqué. Bon, très bonne réponse quand même. Peut-être qu'un jour tu auras la chance de le côtoyer, j'espère pour toi. Niveau football, c'est mon avant-dernière question. Fais gaffe à ce que tu réponds parce que ça risque d'entacher notre amitié. Et Madrid ou Barça? Voilà, exactement. Non, mais pareil. J'ai pas compris la question. Ah ben tu avais qu'à écouter, mademoiselle. C'est Non, Madrid. elle n'a pas été dite. Madrid ou Barça? Après, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir évoluer 5 ans en Espagne. Voilà, je pense que comme plein de monde, je pense que voilà, je suis pro Barcelone pour le jeu développé, pour la qualité technique du groupe. Je pense que voilà le foot, l'équipe qui réussit à gagner le plus de trophées, bah, c'est sûr que c'est la plus forte, mais je pense qu'aussi c'est un collectif et un groupe et un esprit d'équipe bien huilé. Et je pense que à Barcelone, c'est des gars qui s'entendent tous bien ensemble et la réussite du club, voilà, c'est la qualité du vestiaire et l'état d'esprit. Je pense que. D'ailleurs, je vais te demander de répondre à une question, mais c'est pas une question décalée. Tu sais, beaucoup de gens parlent du Barcelone comme une équipe un peu embêtante dorénavant. Ça fait 4-5 ans qu'ils jouent de la même façon. Tu vois ce que je veux dire? Les gens trouvent que c'est un peu du handball. Voilà, qui joue à la baballe, tandis que Madrid, c'est plus une équipe de contre le Barça. Toi, dans ton optique future d'être coach ou pas coach ou de ta vision du football, est-ce que tu préfères avoir une équipe comme Barcelone ou une équipe comme Madrid? Après, moi, tu sais mon opinion, mais les deux, il n'y a pas qu'un seul football, tu vois. Il n'y a pas qu'un seul football. Toi, pour toi, qu'est-ce que tu prônes? Bah après, malheureusement, maintenant, on est joué sur les résultats, sur les victoires. Donc,
voilà, on peut s'apercevoir qu'il y a des équipes qui jouent bien au football, mais malheureusement qui n'arrivent pas à gagner de titres. C'est le cas d'Arsenal en Angleterre. Exactement. Barcelone, voilà, joue bien au football, a toujours la possession du ballon et gagne. Après, c'est l'année dernière, Madrid a réussi à gagner ce championnat, s'appuyer sur Ronaldo parce que c'était l'homme fort avec Higuaín et Benzema, alors que Barcelone, Casillas. et aussi Casillas parce que c'est vrai que il a fait de très bons matchs, il a été décisif dans les matchs clés. Après Barcelone, voilà, le danger, voilà, il est collectif. Après, il y a Messi qui est le meilleur joueur du monde actuellement. Donc, voilà, je pense que voilà, ma philosophie, c'est plus d'avoir une équipe qui joue ensemble et qui essaie de jouer un beau football et voilà, et en espérant qu'au bout de chaque match, la victoire est là. D'accord. En partant de Léo. J'ai juste une dernière, Chris. Vas-y, Jordan. Pour moi, c'est la meilleure. Pour toi, Léo Messi ou Jordan Galtier? Ah ouais, c'est vraiment la question magnifique, là. Ah ouais, parce que là, attention. Ouais. C'est incomparable. C'est très dur comme ça. Déjà, ils font la même taille. Énorme ça. Déjà, ils font la même taille. C'est déjà qui est bien. Non, mais moi, je parle niveau caractère, hein, pas niveau football. Voilà, Lionel Messi, c'est un très grand joueur. Après, en ce qui me concerne, tu sais, voilà, que pour moi, t'es un très bon footballeur, mais heureusement, il y a des choix qui sont faits au sein du club et. Oh, on n'est pas là pour parler de ça, c'est pas le problème, Voilà, c'est une question pour écouter. Je pense que quand tu auras ta chance, si c'est à Arles ou ailleurs, je pense que voilà, tu pourras montrer tout ce que tu veux et voilà, maintenant, niveau caractère, ouais, Jordan Galtier, on va dire. Bon, ça va. Je te mettrai pas de lucarne demain à l'entraînement, pas de promis. J'aimerais bien voir Jordan Galtier mettre des lucarnes. En tout cas, Thomas, Thomas. J'ai juste deux petites questions, en fait. Une qui va concerner un petit peu Jordan Galtier aussi, hein, pour un qu'on y est. Pour toi, Ludo, t'es plutôt Jordan Galtier ou Romain Elie? Oh putain. Ah bah oui. Alors on rentre dans le sujet maintenant. Là, c'est mauvais, les gars, là, c'est mauvais. Pour Romain Elie, donc dit Bachir. Voilà, c'est une personne avec qui je partageais la chambre l'année dernière, avec qui je me suis très bien entendu. Une personne qui se donne tout le temps à fond, super généreuse, voilà. Et c'est voilà, avec Jordan, c'est deux personnes dans le vestiaire avec lesquelles je m'entendais très bien. Donc voilà, c'est drôle de voir Romain Elie voilà, plus dans les vestiaires. Voilà, après il a eu une belle proposition dans un club à l'étranger, donc voilà, tant mieux pour lui. Quelqu'un qui l'a mérité parce que au début, fin de l'année dernière, il n'était pas dans les petits papiers du coach et il a su s'accrocher et c'est un des joueurs qui a fait le plus grand nombre de matchs l'année dernière. Donc voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, même s'il donne pas beaucoup de nouvelles parce qu'il est à l'étranger et qu'il n'ose pas trop appeler les gens. C'est le seul reproche que je puisse lui faire. Mais voilà, donc. C'est plutôt Romain Elie, quoi, en fait. Non, franchement. Non, mais moi aussi, j'adore aussi Bachon et voilà, on pense très fort à lui. C'est vrai que on avait un bon groupe de copains quand même l'année dernière et des fois, c'est vrai qu'on. Ouais, puis surtout Bachon, c'est un énorme mauvais perdant, mais vous pouvez pas savoir. Mais c'est vrai. Ouais, ça. Ah ben ouais, non, mais j'ai trouvé mon maître là. En tout cas, là, ça fait un sacrée importance pour Romain Elie. On lui dira si un jour on est dans l'émission, on sait jamais. Hein. Ça serait bien. Ouais, ça serait pas mal. Attends, si c'est gratuit par Skype, je pense que parce que s'il faut payer la communication en Bulgarie, là, ce sera pas possible. Ah non, mais gratuitement, il vient quand il veut. Hein. Sinon, vous me dites, je ferai un geste, peut-être, je lui offrirai un abonnement spécial pour. Moi, j'avais une dernière question en fait pour toi, Ludo. T'es plutôt FC Metz ou Arles Avignon? Ah. Bah oui, obligé de la faire celle-là aussi. Après, voilà, je suis sous contrat avec Arles, donc c'est un club. Voilà, dès que je suis sous contrat avec un club, je donne tout. Quand j'étais à Nîmes, j'ai tout donné pour ce club. Arles, je donne tout pour ce club parce que ils me donnent l'opportunité de m'exprimer. Ils m'ont donné la chance de pouvoir rejouer dans le monde professionnel. Après, c'est sûr que le SMS, c'est un club
qui restera jamais gravé en moi, toujours gravé en moi. C'est un club que je suis toujours. Je suis leur résultat en national. C'est voilà, ça m'a fait beaucoup de mal de les voir descendre en national, mais après voilà. Surtout que c'est nous qui les avons fait descendre. Enfin, pas nous directement, mais ils sont descendus chez nous, quoi. Ouais, mais ça, voilà, malheureusement, ça fait partie du football de jouer contre son ancien club. Après, quand je regarde avec un peu plus de recul, le FC Metz, je pense que c'est un mal pour un bien. Je pense que c'est un club qui va pouvoir se reconstruire, qui va pouvoir s'appuyer sur les jeunes, parce que c'est un centre de formation qui est de qualité. Et voilà, on l'a vu, le Stade de Reims étant national, a su se reconstruire, a gardé un groupe pendant plusieurs années et maintenu en Ligue 1. Bastia a fait pareil, était aussi. Toulouse aussi. 3 aussi. Donc voilà, c'est comme j'ai dit, la réussite d'un club, c'est l'état d'esprit du groupe, l'envie du groupe, comment vit le vestiaire. On peut avoir tous les millions dans le club. Si entre les joueurs la relation ne passe pas, l'équipe ne gagnera pas. Donc voilà, l'équipe la meilleure, c'est l'équipe qui s'entend le mieux. C'est très beau ce que vous avez dit en tout cas. Ouais, c'est vrai et on espère en tout cas que Metz reviendra au plus haut niveau parce que c'est un club emblématique et avec un historique énorme. Et c'est vrai que c'est triste de voir un club comme Metz en tout cas en national. C'est énorme, Ludo. Dernière question, Thomas, la question emblématique de l'émission, hein. C'est toi qui dois la poser automatiquement. Qui a été faite déjà, puisqu'effectivement on a eu un brin de réponse tout à l'heure et qui convenait beaucoup. Ouais. Mais c'est vrai non, elle a pas été faite. Et c'est vrai qu'en règle générale, on n'a pas, on sait pas en règle générale si Ludo Butel est plutôt slip ou caleçon dans la vie en fait. Ah, caleçon. Voilà, caleçon. Oh, quel menteur. Les morceaux de string que tu me sors à l'entraînement. Excellent. Eh ben si, tu le vois en string, Jordan. J'espère que tu prendras des photos, que tu nous enverras. Parce que je les mets sur Twitter. Tu me les envoies, t'as mon adresse, pas de souci. Ouais, ça marche. Impossible. Écoutez, en tout cas, si t'arrives à y en faire porter un, t'as intérêt à te mettre à plusieurs, parce que écoute, tout seul, je suis pas sûr qu'il arrive. Bah, on verra. Moi, je parle pas trop parce que voilà, Très bien, merci. Ouais, leur compétition. Merci pour cette interview décalée de Jordan Galtier. N'oubliez pas nos sponsors, Football, tout le monde s'en fout, Foot Africain, Jeunes Footeux et paroledefoot.com. Allez voir les sites qui nous sponsorent actuellement. Merci encore à eux. Nous enchaînons tout de suite assez rapidement sur le top ou flop transfert. Notre top ou flop transfert, j'ai choisi aujourd'hui, qui a été fait sous les coups de 18h45, on va dire ça comme ça, Adebayor qui a signé à Tottenham. Je le cite sur son Twitter, je suis de retour, Tottenham, j'arrive, j'ai faim de but, préparez-vous. Alors, pour toi Ludo, c'est un top ou un flop pour toi Ludo? Bah, je le connais très bien Manu, donc c'est un top pour Tottenham. C'est voilà, un attaquant très habile devant le but, techniquement très très bon. Et voilà, maintenant c'est une bonne opération de fait pour Tottenham. Très bien, Jordan, ton avis là-dessus? Je suis extrêmement mitigé sur ce joueur qui a eu des périodes, des très bonnes périodes et plus récemment des périodes un peu moins bonnes, notamment au Real Madrid où il m'a extrêmement déçu. Notamment par son comportement, mais bon, moi allez, je vais dire quand même top parce qu'il faut pas non plus cracher sur des joueurs comme ça. Très bien. Émilie, ton avis sur Adebayor? Alors moi je vais être un peu comme Jordan, je vais être super mitigée parce que étant supporter de Monaco, à l'époque monégasque, je l'ai vu jouer. Je sais pas trop quoi penser parce que je pense qu'il a un énorme potentiel à partir du moment où il veut s'investir. Parce qu'il, je vais dire top parce que s'il est là-bas c'est qu'il est bien, donc il va se donner un 100%. Mais je pense que ce joueur-là, à partir du moment où il veut pas, il a le don de se donner un air nonchalant et qui lui dessert énormément. C'est ça qui m'a déçu de lui au Real Madrid. Voilà, alors une demoiselle qui ne s'y connaît pas en foot. Ah ben tu dis ça à mon copain. À ton copain, on sent l'accent là. Thomas, ton avis sur Adebayor? Moi je suis un peu de l'avis général, je suis assez mitigé, et donc clairement en Espagne on l'a pas vu. En Angleterre il est là un match sur deux. En France il a cartonné.
il peut se relancer, il arrive à un âge de raison, donc il peut effectivement faire quelque chose. Donc moi j'ai envie de lui donner, de faire confiance, j'ai envie effectivement de croire en lui, je vais dire top pour le moment, mais sous réserve. D'accord. Et moi, mon avis là-dessus, Adebayor, c'est simple, il faut y donner la confiance. Il l'a pas eu dans certains clubs où il est passé, dont le Real de Madrid. Et je pense que cette personne, en tout cas Emmanuel, a la possibilité à Tottenham, en tout cas si on lui donne la clé, de faire quelque chose d'énorme, en tout cas avec son club Tottenham maintenant. Il a montré ses qualités à Arsenal et il est capable de faire quelque chose. Moi, je dirais un gros top. Et j'espère dans les mois qui arrivent le revoir en tout cas au plus haut niveau, ou qu'il l'a été en tout cas, parce qu'il le mérite. Voilà mon avis là-dessus. Merci pour ces tops et ces flops, et on passe à la dernière partie de l'émission, les pronostics d'Émilie et de Flo. Mais ce soir, ce sera Émilie qui a tout préparé comme d'habitude, qui a ses fiches et qui est au taquet comme tous les soirs. On fait un petit bisou à Flo. Je sais que tu le feras, mais je te le fais avant toi. Il nous écoute, Flo, il est pas loin. Il nous écoute. Ouais, il est pas loin, je sais, il nous écoute. À toi, Émilie, pour ces pronostics. Oui, merci. Donc oui, tout à fait. Je fais un gros bisou à Flo, qui est effectivement pas loin. Alors donc, match choisi par ses soins. Donc on va commencer par Montpellier contre Marseille. Donc au niveau des cotes, pour Montpellier-Marseille, on a 2,4 pour Montpellier, 3 pour le nul et 2,95 pour Marseille. Du côté de nos membres, quand on aime le foot, le groupe avait dit 55% pour Montpellier, et au niveau match nul ou victoire de l'OM, on est ex-aequo, on est à 22%. Ah, donc à vos pronos. À vos pronos, Ludo, ton pronostic. Match nul, un partout. Ouh, un partout. Jordan. Victoire marseillaise. J'en aurais. Pourquoi tu c'était sûr. Demande-lui pas, c'était sûr à lui. Ah les gars, sans déconner. L'OM, franchement, ils me plaisent. J'ai regardé le match contre Sochaux, j'ai regardé le match contre Reims. Franchement, ils me plaisent. Et Montpellier, ils ont peut-être encore un peu de mal à se mettre dedans. Donc pour moi, Marseille. Très bien. Thomas. Pourquoi tu me poses la question à moi? Bah, parce que j'aime. Moi, je suis comme Jordan, donc je vais voter Marseille. Donc. Ouais, ça m'étonne pas. Ah oui. Moi, je voterais Montpellier parce que ils vont faire quelque chose. Automatiquement, ils sont attendus au tournant. Certes, ils ont mis du temps à se remettre dans l'entrain, mais en tout cas, le dernier match qu'ils ont pris, ils ont pris une bonne claque derrière la tête. Je pense que ça va certainement bouger dans les vestiaires. Donc, je dis victoire de Montpellier. Et Émilie, ton pronostic? Pourquoi tu me demandes? Parce que j'aime bien te demander quand même ton pronostic. Automatiquement, je sais ce que tu vas t'aimes bien entendre ma jolie voix, c'est pour ça. Peut-être. non, je vais dire Marseille. Ah, Marseille. Voilà. Donc, bon, on a une majorité de Marseillais. De Marseillais, ouais. Voilà. Allez, on va enchaîner sur le deuxième. Donc, Reims contre Sochaux. Donc, au niveau des cotes, pour Reims, on est à 2,25. Pour le nul, on est à 3. Pour Sochaux, on est à 3,35. Pour nos membres, vous m'entendez toujours? Oui, vas-y. Bon, tout va bien alors. Donc pour nos membres sur quand on aime le foot, on parle foot. Pour Reims, on est à 45%. Donc c'est Reims qui l'emporte, et puis pareil pour le nul et Sochaux, c'est assez mitigé. Donc on est Reims pour quand on aime. D'accord, très bien. Ludo, ton pronostic? Victoire du Stade de Reims, ma ville. Ah, bah oui, c'est vrai, il tenait à Reims. Le parti pris. Non, je suis Ludo aussi. Pas le parti pris, je pense que Reims a fait un bon match contre l'OM. Ils ont fait un match aussi solide à Bastia, alors que Sochaux, malheureusement, ont mal débuté leurs deux premiers matchs. Après, voilà, c'est une équipe Reims qui a peu évolué. C'est quasiment le même groupe, alors que Sochaux, Sochaux, ils ont beaucoup changé d'effectifs. Martin est parti, ça leur fait beaucoup de mal. Donc je pense que Reims va gagner ce match. Pour information, toujours 1-0 pour Copenhague actuellement. Lille qui est en train de mettre la pression, en tout cas sur un corner. Toi, ton pronostic, Jordan? Reims aussi. Je pense exactement pareil que Ludo sur ce cas-là. D'accord, très bien. Thomas, ton pronostic? Bah moi, je vais effectivement me rappeler au bon souvenir d'un de nos anciens invités que j'aime beaucoup, qui est Franck Signorino, donc je vais voter pour Reims aussi. D'accord, très bien. Moi, mon pronostic, ce sera un match nul, un match assez rude en tout cas, mais Reims va vouloir montrer des choses, comme l'a dit Ludo, et assez présente. En tout cas, Sochaux n'est pas là pour ses débuts de saison, et peut-être blindé derrière. Justement, ça va être un match très très fermé et pas très très intéressant. Enfin, en tout cas, je pense un match nul pour ma part.
Et Émilie, ton pronostic, bien sûr. Moi, je vais voir un match nul aussi. Match nul, soit 0-0, soit un partout. D'accord. Très bien. Voilà, donc, continue. À noter, par contre, précisons mieux que Reims aura de mémoire 2 suspendus pour ce match. Ah, oui, exact. T'as Calfred et Weber. C'est ça. Voilà. Ça peut avoir une incidence. Ça peut jouer en tout cas sur le match. C'est bien de le dire après les pronostics, ça aussi. Ah oui, on fausse pas comme ça. Émilie, à toi, ma belle, vas-y. Donc on va enchaîner sur le dernier match PSG contre Bordeaux. Donc au niveau des cotes, on a un 62 pour le Paris Saint-Germain, 3,45 pour le nul et 6 pour Bordeaux. Donc pour nos membres, alors là, c'est autant que les cotes, hein, on s'est pas trop prononcé. Donc 30-30-40, donc on a quand même Bordeaux gagnant. Ah, quand même Bordeaux gagnant. En tout cas, je tiens à rappeler quand même ce soir que Ibrahimovic ne devrait pas jouer ce match. En tout cas, il est incertain, c'est pas sûr. Ludo, ton pronostic, PSG Bordeaux. Victoire du PSG. Ah, première victoire enfin du PSG pour cette Ligue 1. Jordan. Ben moi, je sais pas trop parce que je trouve Bordeaux hyper intéressant depuis déjà la saison dernière, la fin de saison dernière. Je pense que ça peut être une bonne surprise du championnat. Mais bon, quand même, sur ce match-là, si Paris arrive à récupérer Ibrahimovic, ça va être compliqué de stopper Paris. Alors, je vais quand même mettre un match nul. Match nul. Tu penses qu'il va mettre Paris, mais non, c'est match nul. Ça, c'est la fin, ça, c'est la vivacité, tu vois. Ouais, tu vois la vista. Ouais. Très bien. Thomas, ton pronostic. Et moi, je suis assez mitigé, mais à Paris, il y a quelque chose quand même qui m'a choqué pour l'instant, c'est les erreurs défensives qu'il peut y avoir. Une charnière centrale qui cherche, des ailiers, notamment un ailier gauche qui monte beaucoup, mais qui pense pas forcément à défendre. Et sur un joueur comme Bragnac, ça va être assez drôle à mon avis contre Bordeaux. Donc moi, je vois effectivement Bordeaux gagner à Paris avec un Bragnac encore une fois. Ouh, ah oui, quand même, c'est la grosse cote là. Moi, pour ma part, je vois un match nul aussi. Ça va être un match très très serré. Et voilà, Bordeaux va tout donner et on voit Bordeaux est étincelant en tout cas. On voit le travail de Gillot, encore un entraîneur que j'apprécie vraiment. Donc je pense que un bon match nul PSG Bordeaux et ton pronostic, Émilie. Bordeaux. Émilie. Ah, Bordeaux. Bordeaux parce que j'aime pas le Paris Saint-Germain. Ah oui, ça c'est un petit signe à Xavier qui peut-être nous écoute. En tout cas, lui, il aurait pronostiqué PSG à mon avis. Enfin, c'est pas sûr. Il est fâché avec le parc en ce moment. Et il vire Marseillais, Xavier, donc attention. Ouais, il est en train de virer de bord. Hein. C'est vrai. Très bien, écoutez, on arrive à la fin de l'émission. On a dépassé un petit peu, mais c'est toujours ça. Mais à la fin de l'émission, il y a toujours cette phrase, comme tu l'as entendu Ludo tout à l'heure, la guerre avec Jordan Gassier. Ça y est. Mais Jordan, lui, il a mis 3 heures. Il a mis 3 heures à la faire. On était obligé d'enregistrer pendant 3 heures. C'était un peu affreux. Mais bon, c'est pas grave. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. J'ai entendu certains de vos invités il y a pas longtemps. Ça a un peu bugué, on va dire. Oui, ça a été dur. C'est vrai. Non, voilà, c'est simple. La phrase qu'il faut répéter, c'est ici, Ludovic Butel, j'écoute quand on aime le foot sur RTS Radio. Voilà, tu répètes la phrase quand tu veux, Ludo. J'ai pas entendu, il faut dire quoi? Alors, je te répète. Ici, Ludovic Butel. D'accord. J'écoute quand on aime le foot sur RTS Radio. Alors. Ici, Ludovic Butel. Après, j'ai un bug. Après, c'est... Ici, Attends. Il va l'écrire. On sent qu'il va l'écrire, là. J'ai entendu des stylos, là. T'as entendu des stylos quoi? Attends, on écoute. Ici, Ludovic Butel. Bon, ça va, ça, tu l'avais. Quand on aime le foot. Alors, j'écoute quand on aime le foot. J'écoute quand on aime le foot, pardon. Sur RTS Radio. J'écoute quand on aime le foot sur RTS Radio, c'est ça? Faut tout faire d'une seule phrase. Maintenant, faut recommencer. Ici, Ludovic Butel. J'écoute quand on aime le foot sur Radio RTS Radio, non? C'est ça? Ouais, c'est ça, c'est pas mal. C'est bien. Allez, on recommence. Non, moi, j'aime bien les choses quand elles sont droites, hein. Donc, Non, ça sera bon, Ludovic, on va pas... Jordan, il jubile derrière son micro, on le sait très bien. Mais c'est lui qui m'a dit de faire semblant de bugger tout ça pour pas qu'il passe pour un naze. J'en étais sûr. Donc je l'ai fait exprès parce que quand même ça va vanner dans les vestiaires. Retenir une phrase quand même, c'est assez simple.
Très bien. Merci à vous tous, chers auditeurs, de nous avoir encore suivis dans cette nouvelle saison de Quand on aime le foot, on parle foot avec Ludovic Butel ce soir. En tout cas, je te souhaite que du bonheur avec Arles Lavignon. Je te souhaite une montée avec Arles Lavignon. J'espère revoir Arles Lavignon en Ligue 1. En tout cas, personnellement, de ce que j'ai vu sur ta saison, en tout cas en ce moment, je te trouve énorme, c'est vrai. Sur le dernier match, en tout cas, bravo, bonne continuation à toi. Et puis à très bientôt. Tu reviens dans l'émission quand tu veux. La porte est grande ouverte, sans aucun souci. Tu peux nous appeler quand tu veux. Par contre, on atteint pour Jordan Galtier, c'est bon, on ne veut plus le voir lui. Hein. On ferme, ça y est. Je l'attendais celle-là, mais d'une force. En tout cas, moi, Jordan, je veux bien que tu reviennes, mais Thomas, si tu veux, bah, on coupera Thomas, voilà. Ça sera non, mais si, Thomas... pour le sport, viens dans le sport, on va rigoler. Non, moi, je supporte pas le foot féminin, d'accord? Ah, voilà, moi, je le veux pas dans le sport. Hein. Là, puis de toute manière, quand vous nous demanderez de faire venir des grands joueurs, eh ben, je le ferai plus. Voilà. En tout cas, oui, ce soir, on a eu un grand joueur, Ludovic Butel. Merci à toi, merci à vous deux, en tout cas. Merci. Vous revenez quand vous voulez, la porte est grande ouverte quand on aime le foot, on parle foot. Demain, LPA, si je me trompe pas, qui doit être de retour. RTS, en tout cas, revient en force. Andé va bientôt revenir. Et bien sûr, la nouvelle émission, L Sport, qui va être là dans 15 jours sur nos antennes de RTS. Avec, ils débattront, enfin pas ils débattront, non. Il y aura des chroniqueuses. Ça reste encore un peu secret. Je sais pas si on a le droit de le dire, Thomas, si tu as envie de le dire. En tout cas, moi je te laisse. On va garder le secret pour l'instant. Rejoignez-nous sur Facebook et vous en saurez plus. Voilà, sur Facebook. Ouais, L Sport, allez découvrir ça, une nouvelle émission qui va en tout cas cartonner, ça c'est sûr et certain, avec un super animateur qui s'appelle Thomas. Ça, on verra ça. Et une super animatrice qui s'appelle Émilie. Et voilà, une super animatrice, ouais, qui s'appelle Émilie, qui va te suivre, et une certaine Amélie. Enfin, en tout cas, ça c'est le petit suspense. La semaine prochaine, mardi, 21h, prenez rendez-vous avec Amélie Fabriès, qui sera là comme chroniqueuse exceptionnelle, une guest star encore, un peu comme Jordan Galtier, mais en tout cas, à mon avis, meilleure qualité, Amélie. En plus connu. En plus connu. Ouais, y a pas de mal, hein. Merci à vous. Merci à tous nos sponsors qui nous ont suivis. Merci à RTS. Merci à Quand on aime le foot, on parle foot. Merci à vous, aux chers auditeurs, parce que sans vous, on serait pas là. Merci Ludo. À très bientôt. Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat. À très bientôt. Ciao, ciao. Valentier partiu, pé esquerdo, uma bomba! Gol! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat.